Dans le but d'informer la population témiscamienne sur les différentes mesures prises dans le monde municipal pour s'adapter au contexte de pandémie du coronavirus COVID-19, voici Mme Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue. 11h30, bon matin Claire. Bonjour Yves, ça va bien? Ça va très bien. Écoute, passé beaucoup de temps au téléphone ces derniers temps, hein? Je pense, beaucoup de conférences téléphoniques, là. C'est très demandant au niveau, et ça, c'est peut-être un élément qui est important de rappeler. Ouais. Les élus, et particulièrement les préfets de la région, les 5 préfets, on a des conférences téléphoniques régulières avec le CISAT, mais aussi avec la Sûreté du Québec, avec le ministère des Affaires municipales. Nous, ici au Témiscamingue, on a un comité stratégique qui se réunit tous les matins, un comité stratégique pour s'assurer de la suite des choses dans nos activités. Et oui, il y a beaucoup de conférences téléphoniques, mais hier, j'avais une rencontre téléphonique avec la ministre des Affaires municipales. Bon. Et ça a été une belle rencontre. Je pense que la première chose qu'on doit mentionner, c'est on faisait part, chacun des préfets avait l'occasion de faire part d'enjeux particuliers sur leur territoire, de problématiques particulières. Et la ministre, elle est très à l'écoute de ce qu'on lui a soumis comme préoccupation. On lui a parlé de la reprise des activités et on a demandé à ce qu'elle nous confirme que le milieu municipal, le ministère des Affaires municipales, mais également le milieu municipal, les municipalités, soient partie prenante du comité de relance provincial, celui qui est présidé par le président du Conseil du Trésor et le ministre Fitzgibbon. Et elle nous a assuré que c'est le cas. Ce sont nos unions municipales qui, avec la ministre, sont partie prenante du comité de relance. C'est important parce que une grande partie de l'action qui va se faire au niveau des PME va se dérouler par le biais du milieu municipal. Et on ne veut pas être seulement ceux qui disent « voici le programme, comment il s'applique ». On veut être ceux qui disent « voici comment le programme devrait s'appliquer pour vraiment répondre aux besoins de nos petites et moyennes entreprises ». Parce que chacun a sa préoccupation, là aussi, là. Tout à fait. Les grandes entreprises, ça demeure la prérogative du ministre Fitzgibbon, mais sur toute la relance économique qu'on aura à laquelle on participera, à laquelle on devra s'attarder dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on veut être partie prenante, qu'on puisse nommer les enjeux particuliers et qui sont propres parfois à des territoires et qu'on puisse agir, qu'on puisse avoir l'opportunité d'agir en fonction de ces enjeux-là. C'est important, c'est majeur. Et la ministre s'est montrée très attentive à nos préoccupations. On a eu l'occasion de lui poser la question sur les événements et les impacts, l'annulation des événements, des grands événements, et l'impact que ça a sur les activités que les municipalités facilitent par la location de salles municipales et tout ça. Alors, la réponse, c'est une non-réponse, mais c'est quand même celle qu'on a et je pense que c'est important de la partager. Les grands événements sont annulés et jusqu'au 30 juin, les municipalités doivent annuler les événements qui étaient prévus dans les municipalités et elles doivent refuser des locations de salles. Après, on ne sait pas. Ah, OK. Mais on dit aux municipalités, n'acceptez pas maintenant, n'acceptez pas de location pour juillet et août. Au cas où vous n'aurez pas à les annuler. Et ceux qui ont déjà des locations, ben là, stand-by. C'est à attendre, c'est ça. Le message est quand même, la directive, c'est de ne pas faciliter ou favoriser les rassemblements. Les rassemblements importants sont source de contamination importante. On l'a vu à Rouyn-Noranda avec la contamination importante qui était associée à une seule funéraille. Donc, le message est clair. Pour les municipalités, c'est important de rappeler ce n'est pas leur volonté. Elles souhaitent rendre leurs salles disponibles pour les citoyens. C'est fait pour ça. Non. Mais pour l'instant, c'est non. Alors, n'en voulez pas à vos municipalités si elles vous refusent une location. C'est la directive qu'elles ont reçue. On a aussi eu l'opportunité de parler des finances des municipalités et la ministre, encore une fois, elle est très, très attentive. Et on a des messages à partager avec nos collègues élus, et on leur demande de noter toutes les dépenses qu'occasionne la situation de la pandémie. On leur demande de noter, de documenter
les défauts de rentrée d'argent ou les dépenses supplémentaires auxquelles elles sont confrontées en ce temps de pandémie-là. Alors, j'aurai l'occasion aussi de rappeler que c'était pour nous, les cinq préfets ensemble, on a adopté une résolution la semaine dernière. C'est une résolution importante parce qu'on parle beaucoup d'achat local. On parle énormément de promouvoir l'achat local, de le faciliter. On parle de panier bleu. Le gouvernement, lui, au mois de février dernier, adoptait une loi, la loi 37 sur les achats groupés, qui fait en sorte que tous les achats gouvernementaux, de ministères, d'organismes ou institutionnels doivent passer par un seul centre d'achat à Québec. Okay. Les achats groupés. On avait contesté beaucoup ce projet de loi-là. On s'était prononcé. On avait écrit au président du Conseil du Trésor, qui est Christian Dubé. La loi a tout de même été adoptée. On demande au gouvernement maintenant d'être cohérent. Vous nous parlez d'achat local, vous demandez à ce qu'on participe au soutien de nos services de proximité. L'achat institutionnel et gouvernemental est un levier économique majeur pour tous les milieux. Alors, on demande au gouvernement de surseoir à l'application de la loi, voire même de l'abroger. C'est majeur. C'est une question de cohérence. Absolument. Vous nous parlez d'achat local, bien, faites-le vous-même. Exact. Alors, la conférence des préfets a adopté sa résolution. On en a fait part à la ministre. Ce matin, on en faisait part également à Monsieur le ministre Pierre Dufour, notre ministre régional. Et on demande à ce que chaque MRC de la région adopte une résolution de même nature. Je pense que la MRC de Témiscamingue sera une des premières MRC à le faire. Regardons ça. Et soyons assurés d'une chose, c'est qu'on va la partager largement partout au Québec. On veut faire école avec ça. Ben oui. Non, mais c'est une question de cohérence. Absolument. Et moi, je pense qu'on devra... le gouvernement devra démontrer le leadership. Il parle d'achat local, il devra démontrer le leadership qu'il peut assumer à cet égard-là. Des messages que j'ai reçus de nos commerces, les pharmacies particulièrement, et la pharmacie Uniprix, pharmacie Lacroix, Bougie Lacroix, c'est important. Les pharmacies ont adopté des mécanismes pour protéger ce qu'ils appellent le laboratoire, pour protéger le lieu où travaille le pharmacien et ceux qui préparent les médicaments pour les clients. Et ils avisent la population et ils demandent qu'on se rappelle de respecter un délai de 24 heures. Vous devez renouveler une prescription, renouveler l'APA puis, par Internet, puis une demi-heure plus tard, vous présentez à la pharmacie. Pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. 24 heures de délai pour remplir la prescription ou pour la livraison que va effectuer la pharmacie. C'est important de le rappeler. Les pharmacies se sont donné des mécanismes de fonctionnement pour protéger leur monde. Et s'ils protègent leur monde, ils s'assurent qu'on continue d'avoir accès à ce service essentiel-là. Oui. Alors, s'il vous plaît, c'est important. Oui. Ils ont eu affaire à des gens qui étaient très pas contents dans les derniers jours. Il faudrait peut-être se rappeler de l'intérêt. Pourquoi elles le font? Oui. Elles le font pour protéger leurs travailleurs, pour assurer le service à long terme. Les gens comprennent, on est dans un contexte exceptionnel avec des règlements exceptionnels. Absolument. Là, et Yves, merci de souligner l'aspect exceptionnel de la situation. C'est ça. C'est du jamais vu là, pour personne. Là. C'est du jamais vu pour... je pense que nos très grands-parents, eux, ont vécu des périodes similaires durant la dernière Grande Guerre. Oui. Mais sinon, effectivement, la majorité de la population n'a jamais vécu dans des situations de contrainte comme celle-là. Soyons patients, soyons préventifs. Alors, on appelle 24 heures, 48 heures d'avance. Par contre, si vous êtes passé aux urgences et que vous avez une prescription, la prescription est transmise directement à la pharmacie, vous pouvez y avoir accès tout de suite. Bon. C'est le seul cas où ils répondent c'est une urgence, vous sortez de l'urgence, ils répondent de manière urgente. Ouais, bon. Voici une situation où on est en toute cohérence. Exact. Mais pour le renouvellement normal de nos prescriptions, s'il vous plaît, soyons prévoyons le 24 heures amende. C'est dans cette même ordre d'idée-là, je parlais hier des écocentres, de tout ce qui concerne les matières résiduelles. Alors, 2 rappels. D'abord, l'écocentre de Fabre va effectuer une réouverture demain, jeudi,
le 16 avril. Ça va être réouvert avec des conditions très strictes, très particulières d'accès, limiter le nombre de personnes, respecter la distanciation sociale, respecter des règles de fonctionnement qui garantissent la sécurité des travailleurs et la sécurité des citoyens. Là, ça se peut que ça arrive, là, 7-8 pick-up à queue leu avec des trailers demain, là. Et il y a des bonnes chances, là. Ça pourrait être le cas. Alors, soyez avisés que vous devrez être patient. Les normes, et pour nous, il n'y a pas on fait pas de compromis sur la sécurité de nos employés, sur la sécurité des citoyens qui vont avoir accès à l'écocentre. Aucun compromis. Alors, soyez patients. C'est une situation exceptionnelle, tu l'as bien dit, alors soyons patients. Par ailleurs, l'écocentre de Notre-Dame-du-Nord réouvre le 18, samedi. Selon les mesures très strictes qui seront mises en place. Encore là, patience. Patience. Et on est conscient que la situation, elle n'est pas une situation comme comme la normalité qu'on a connue dans les derniers mois, dans les dernières années. Ouais. Alors, l'écocentre de Notre-Dame-du-Nord, il sera réouvert les mercredis et les samedis. Il réouvre à partir de ce samedi avec des mesures très strictes. Et les autres écocentres sont en discussion, sont en réflexion sur leur réouverture. Par ailleurs, les municipalités nous rappellent, avec beaucoup d'emphase, que toutes les lingettes désinfectantes ne devraient pas être jetées dans les égouts et les toilettes. Toutes les lingettes nettoyables. Puis on en utilise énormément. Oui. On doit les mettre dans un sac. On doit les mettre toutes dans le même sac, un sac attaché, fermé, et jeter dans le bac noir les matières ultimes, les déchets ultimes. Pourquoi? C'est important. Les lingettes, elles bloquent les égouts. Exactement. OK? Les employés les dégrilleurs doivent se rendre dans les égouts puis débloquer les égouts. Donc, risque de contamination des employés qui sont des employés essentiels, services essentiels, les égouts. Ça augmente aussi tous les frais et les problématiques au niveau de l'assainissement des eaux. Ça augmente les coûts d'opération. Si ça augmente les coûts d'opération, ça augmentera les taxes des citoyens. Un petit geste très simple. Puis là, on parle de taxes, on parle d'argent parce que ça résonne toujours fort. Un petit geste simple. Les lingettes, on en a besoin maintenant, on le comprend très bien. Mais on les jette dans un sac fermé qu'on mettra au bac noir. S'il vous plaît. C'est une utilité pour tout le monde. Exact. De ne pas disposer de ces lingettes-là dans les toilettes. Parce qu'il y a eu des problématiques ailleurs, d'ailleurs, c'est pour ça. Là. Il y a eu des problématiques ailleurs. C'est venu très rapidement. Les municipalités nous l'ont signifié très rapidement. Si tout le monde jette ça dans la toilette, regarde, et ça bloque. Là. Puis c'est le cas maintenant. C'est des grosses problématiques. Dernier point sur lequel deux derniers points. On sera en discussion cet après-midi avec la Sûreté du Québec. Oui, je te parlais tantôt au micro fermé. Est-ce que c'est encore fermé entre l'Ontario et le Québec à l'heure actuelle? Là? C'est toujours fermé entre l'Ontario et le Québec à l'heure actuelle. Et c'est toujours fermé. La discussion qu'on avait ce matin avec le ministère des Affaires municipales et les différents organismes, c'est que en réouvrant certaines activités, il y a une réflexion à faire sur les points de contrôle. Mais actuellement, entre l'Ontario et le Québec, c'est toujours fermé et ça risque de rester fermé. Toutefois, les activités essentielles, elles, peuvent avoir des passages. Tu me parlais de quelqu'un qui était... Bon, il faudrait aller chercher son tracteur en Ontario. Bon, c'est un cultivateur, je mets agriculteur. Bon, ils ne l'ont pas laissé passer en fin de semaine. Bon. Mais les activités agricoles, c'est une activité essentielle. Ça, là. Et avoir accès à sa machinerie, c'est un besoin essentiel pour soutenir une activité essentielle. Alors, c'est un des sujets qu'on abordera avec la Sûreté du Québec aujourd'hui, tout comme on est avisé par les municipalités. Il y a beaucoup, beaucoup de demandes de gens de l'Ontario qui veulent s'en venir à leur chalet. Oui, parce qu'il y en a plusieurs ici, là. Et qui font des pressions assez étonnante par rapport... assez étonnante au niveau des municipalités. Okay. Alors, on va discuter avec la Sûreté du Québec sur les meilleures manières d'agir. On avisera les municipalités. J'ai moi-même reçu une demande je la qualifie de condescendante. C'est... on vient soutenir votre économie locale. Laissez-nous avoir accès à notre chalet. Vous reprendrez dans une couple de mois ou dans une couple de semaines. Il y a des circonstances particulières. Nos citoyens les respectent. Tous les citoyens doivent les respecter. Alors, on vous demande aussi de les respecter. C'est ça.
Et le tout dernier point, les inondations. On a eu des discussions avec la sécurité civile sur la situation des inondations. On fait le suivi de façon très, très constante et régulière. Jusqu'à date, ça va bien, là. La situation est sous contrôle en ce moment et je vais vous dire les mots qui ont été utilisés, les mots qui ont été utilisés par les gens de la sécurité civile, c'est le printemps lent et régulier qu'on connaît. On disait en avril, ne te découvre pas d'un fil. Bon, c'est peut-être une bonne chose. Le printemps lent et régulier en ce moment. Ça aide la cause, là, comme ça. Absolument. Là. Ça fait en sorte que ça dégèle tranquillement, que les niveaux d'eau sont très... Actuellement, les seuls risques de débordement, on n'est pas dans une situation d'inondation. Le long de la rivière des Outaouais, c'est dans le tronçon Fort-Coulonge à Montréal. Donc, c'est vraiment pas chez nous. Et quiconque se promène le long des rivières, des cours d'eau, que ce soit à Ville-Marie, à Guigues, à Notre-Dame-du-Nord, c'est très bas. Exactement. Le niveau d'eau est très bas. Ouais. Ça va augmenter. On sait qu'à un moment donné, ils vont fermer les vannes à Notre-Dame-du-Nord pour protéger les zones du sud. Mais on n'est pas en situation dramatique. Loin de là, on n'est pas en situation... Et actuellement... on est en situation de suivi et de contrôle. La météo est pour nous. Alors, les suivis sont faits par les municipalités. Elles continuent d'être très attentives. On continue d'être en discussion et en veille sur cet élément-là. Mais pour les 10 prochains jours, pas de risque d'inondation. C'est une bonne nouvelle malgré tout. Oui, je comprends. On n'a pas besoin d'inondation en période de pandémie. On va le prendre. Alors, ça termine pour aujourd'hui la chronique. Demain, j'aurai le plaisir d'être avec Émilie Lessard-Terrien. Okay. Et vendredi, ce sera Sébastien Lemire qui se joindra à nous. Je pense qu'on va entendre parler d'agriculture dans les 2 prochains jours. Merci beaucoup, Claire Bolduc. Merci. À la prochaine. Merci. Ça va bien aller.